Bonjour. Bonjour tout le monde. And this Mariam, we are back again. It's been a while. Alors Laure, on est de retour des vacances. Hein. C'est vrai que depuis 2 mois. Plus que 2 mois. More than 2 months, yeah. D'accord. So today, Laure and I are going to be talking about a subject that is kind of dear to us, end of life among Africans in the ICU or in the hospital. Voilà, donc comme dit Mariam, aujourd'hui on doit parler un petit peu d'un sujet très très sensible. On sait que ça peut heurter un peu certains, mais après analyse, on s'est dit qu'il fallait vraiment essayer d'aborder ce sujet, question d'éclairer des lanternes, que ce soit à la fois pour des personnes résidentes en Europe ou ceux résidentes en Afrique et des personnes africaines aussi qui résident en Europe. C'est vrai, la fin de vie, c'est un sujet parfois un petit peu tabou, mais en tant que professionnel de la santé, après analyse, on s'est dit qu'il était important de quand même aller toucher du doigt ce sujet-là. And so, if I may ask a question, because something that's very dear, to you as a nurse, given the years you've spent being a nurse in the ICU, what does end of life means? What does it bring to you? What's your experience about end of life among Africans, especially in the ICU? Voilà, ben, merci beaucoup Mariam pour la question. Mariam me demande plus ou moins comment en tant qu'infirmière des intensive care units, des soins intensifs justement, comment j'ai vécu des situations de fin de vie. Il faut savoir que ma première situation de fin de vie, ça n'avait pas été quelque chose de facile d'abord pour moi-même, donc pour ma propre personne, hormis ma carapace de professionnel de la santé. C'était, et en fait le pire aussi, c'est que j'avais parlé à la patiente avant qu'elle arrive dans le service. On nous l'avait présentée comme une patiente qui était en hypovolémie, donc qui avait fait des grosses diarrhées par le passé et qui avait 6 de tension. Et qui avait également beaucoup de troubles de rythme liés à un désordre ionique. Et donc lorsqu'elle est arrivée chez nous, donc c'était pour que voilà, on la prenne en charge et qu'on savait que c'était une situation qui pouvait se déstabiliser d'un moment ou un autre. Et donc, la patiente m'a fait un bonjour en arrivant dans le service. Et puis, je m'occupais plutôt d'une patiente à côté du bord où elle était. Mais puis après, on va dire que ce sourire-là a quand même attiré mon attention. Je me suis dit, je vais aller quand même voir ce qui se passe dans la pièce où on est en train de s'occuper d'elle. Alors, j'arrive dans la pièce. Je me rends compte que les paramètres sur le moniteur, je ne visualise pas très très bien. Donc, je mets quand même... je reconnecte les électrodes correctement et je lance une tension. Et là, j'ai 4 de tension qui apparaissent. Le médecin Réa qui était là me dit que elle est arrivée avec 6, on est en train d'essayer de mettre une voie centrale pour voir comment on va la remplir et tout ça. Bon, là, elle était sous les draps. Je me dis, avec 4 de tension, cette dame, elle va s'arrêter. Est-ce qu'elle n'a pas une voie périphérique? Est-ce qu'elle n'a pas quelque chose? Enfin bref, je ne dois pas entrer dans tous les gros détails techniques. Toujours est-il que j'étais avec l'une de mes collègues de soins intensifs. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est l'arrêt. Quelques temps après, c'est le moniteur qui sonnait, arrêt cardiaque, et puis on s'est commencé à masser. On a ramené les lucas, tout ce que tu veux, on a préparé toutes les drogues qu'il fallait. Malheureusement, au bout de 3 quarts d'heure, on a perdu la patiente. Mais je suis sortie de la chambre, mais en pleurs. Et donc, je pleurais, et puis les collègues me demandaient, mais pourquoi tu pleures? Alors je répondais que, mais parce qu'elle est morte, et en plus elle m'avait parlé. Et donc, là, c'était vraiment la première approche dans face à la mort d'un patient aussi subitement. Et donc là, j'ai eu des suivis psychologiques par le passé, par la psychologue de l'hôpital, et puis on m'a bien fait comprendre que voilà, tu es jeune, tu viens de sortir de l'école, il est possible que le plus souvent tu sois confronté à ce genre de situation, mais la réalité c'est que tu devrais trouver des forces pour pouvoir affronter cela. Donc, les fins de vie, que ce soit des fins de vie liées à des maladies très très lourdes comme des cancers ou des patients multitarés, c'est-à-dire tous les organes qui ne fonctionnent plus, sont toujours, même si
on les vit, enfin, je n'ai pas dit qu'on vit ça quasi tous les jours, vraiment, on les vit le plus souvent, c'est toujours quelque chose, que ce soit non seulement pour nous, en tant que professionnels de la santé, c'est pas toujours facile à affronter. Pour les familles, c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il faut déjà accepter ça. Et même pour toute l'équipe, parce que voilà, on doit se concerter, on doit trouver la bonne formule, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans un cas de figure pareil. Et vraiment, c'est pas facile. Je pense même pour le patient lui-même, c'est même pas le moment de le mettre en stress, de rajouter le stress sur du stress. Il faut donc trouver la stratégie exacte pour pouvoir aborder cette situation-là avec les patients. Donc voilà. Et bien évidemment, il y a plusieurs d'autres fins de vie que j'ai eu à vivre que voilà, je ne dois pas forcément étaler ici, mais de l'expérience sur plusieurs années d'exercice, je pense que j'ai pu trouver même en moi-même certaines forces pour pouvoir affronter ça, pour pouvoir gérer ça à ma façon, avec les familles, etc. And among the African community, I suppose you've experienced end of life among the African community in the ICU. How do you think they go about it? Do you think we accept easily or end of life, especially in the ICU? Do you think we are prepared? Being an African, are we well prepared for end of life of a member of our family? Enfin, voilà, Mariam me demande si, par rapport à la communauté africaine, est-ce que la communauté africaine accepte assez facilement ces situations de fin de vie? Bah, comme tout le monde, la mort c'est souvent quelque chose de difficile à accepter. Hein. Donc, la gestion, il faut savoir que la gestion de la fin de vie en Europe, ce n'est pas forcément la même façon que nous avons vécu les fins de vie en Afrique. Donc, peut-être pour les afro-descendants, donc c'est-à-dire les personnes qui sont nées ici, des enfants qui sont nés ici, même de parents africains, ils comprennent peut-être plus facilement les situations et parfois la façon dont la fin de vie est gérée dans des structures hospitalières européennes. Mais parfois pour des personnes qui ne sont pas forcément du domaine médical comme nous, qui sont nées en Afrique et puis qui ont migré vers l'Europe et qui s'installent et qui vivent des situations de fin de vie, c'est souvent encore des gros chocs. Parce qu'il faut savoir, enfin, moi je suis née en Afrique. Hein. En Afrique, quand quelqu'un mourait, c'était toujours des morts, on va dire, un petit peu subites, soit l'accident de la route, des accidents de circulation, des longues maladies, où après on nous apprend que la personne est décédée, ou bien des personnes voilà, qui dormaient chez eux, décédées le lendemain, et puis après on disait, oh c'est la sorcellerie, c'est ceci. Bref, en fait, en Afrique, on n'a jamais vécu une mort accompagnée. Donc c'est-à-dire, on a des personnes même qui accompagnent les gens vers la mort, on va plutôt te traiter de sorcier ou bien de quelqu'un qui ôte la vie aux gens. Donc peut-être tu l'as empoisonné pour le tuer. Donc la mort accompagnée ou bien peut-être pas empoisonnement, c'est quelque chose, c'est le scandale. La personne va s'attirer des foudres de la communauté. Donc, je ne vais pas dire qu'en Europe c'est forcément cela, mais en milieu hospitalier, certains cas de figure, comme notamment des gros cancers en phase terminale où il n'y a plus d'issue thérapeutique, où le système immunitaire de la personne est complètement à plat, ou des situations de patients soins intensifs ce jour depuis plus de 72 jours au tube, où tous les organes sont touchés, les reins, le foie, le cerveau, etc., où le patient ne répond plus aux antibiotiques. Mais à ce moment-là, l'équipe médicale se concerte et appelle les familles, on explique la situation, on décrit le cas pathologique de la personne, on décrit la situation, on décrit tout ce qu'on fait, et puis on essaye d'analyser avec la famille si le patient de son vivant avait été à la commune, peut-être faire des souhaits en matière de fin de vie. Donc il faut savoir qu'en Europe, donc, quand quelqu'un est de son vivant, il peut aller à la commune, donc consigner dans un registre communal dont ses souhaits en matière de fin de vie. Et donc, si la personne de son vivant ne l'a pas fait, donc c'est finalement parfois au corps médical un petit peu de décider. Mais il faut savoir que le corps médical ne décide pas activement. On préfère quand même appeler la famille, informer la famille de la situation,
former. Si c'est par exemple un patient aux soins intensifs, il faut savoir que vous pouvez avoir un patient avec un tube dans l'arrière-gorge connecté à un respirateur. Enfin, le respirateur, c'est voilà, c'est une machine automatique qui envoie de l'air. Vous avez le sentiment que la personne est en train de respirer. Donc, l'air qui entre dans les poumons de la personne forcément fait battre le cœur et puis tout le système fonctionne, mais que ce patient-là parfois peut être en mort cérébrale et que les autres organes fonctionnent toujours, mais par ventilation assistée. Mais que cliniquement, cette personne, elle est morte. Voilà. Mais vous regardez, vous avez le sentiment que la personne vit. Donc la personne, non, elle ne vit pas, elle est morte. Donc il faut avoir des mots aussi simples et clairs, expliquer aux familles que voilà, dans un cas pareil, la personne, il n'y a plus rien à faire. Ou bien dans un cas de gros cancer en phase terminale, un patient aux soins palliatifs qui ne répond plus à aucun traitement de chimio ou de radiothérapie, dans des cas pareils aussi, on prend la peine d'expliquer aux familles, d'expliquer l'accompagnement de la fin de vie. Mais, comme je le dis, qui est toujours quelque chose très mal vécu par la communauté africaine, parce qu'ils ont vraiment ce sentiment que c'est une mort accompagnée. Voilà. Et que on a même, de leur analyse parfois de ce qui ressort, parfois des avis des amis externes, c'est parfois vraiment très mal vécu. Voilà. Yeah, I relate to what you're saying because there's what's it called, end of life that I witnessed. It wasn't my patient, he's from among the African community. It was a parent and the children when they came. When I saw them, I looked at them as a well-educated, intellectual family. So when the patient was patient was dying, my colleague went to explain to them that the patient is dying and now the patient is living. What they can hold the hands so that they know that the patient is within the next few seconds, patient is done. So when the patient passed away, we let my colleague waited few minutes and went to the room so to tell the family that the patient has gone, so to avoid the noises. So in front of the patient, the family, he switched out the monitor, the monitoring and the ventilator. So the family were so scandalous. It was like, I was surprised. Yeah, I was surprised with their reaction because to them it's like their family member was being killed. They just putting out the ventilator and the monitoring in their presence. It's like the nurse is still almost. That's how I interpreted their reaction as if the patient was being killed by the nurse. So that's something. It really got to me, and I was asking myself a question: did they really understood that the patient was going and the patient is already done, because the scope was kind of flat with no numbers. It's going to come back. And this is something also plays on my mind, because sometimes when patients are in end of life, it can be in the palliative care or in the ICU, there comes a time that sometimes you just give morphine for to calm the patient, to avoid pain, for the patient to be very comfortable. Do you think we as Africans, we really understand that administration of morphine to a patient who is in a dying period? Do you think we accept it? Non, mais en tant que professionnel, oui, on accepte, on comprend. Mais quelqu'un qui n'est pas professionnel de la santé, il faut, quand vous êtes face à un public africain, il faut redoubler un peu non seulement d'explication et de reconfort et de présence. Voilà. Donc, il faut savoir que chez des patients encore peut-être conscientes qui vivent une situation de fin de vie et qui ont très très mal, bon, le rôle du soignant qui est à côté, c'est d'essayer de soulager cette douleur. Donc de soulager la douleur et accompagner confortablement le patient dans cette situation finalement de fin de vie. Donc la morphine c'est un antidouleur très puissant et donc qui calme des grosses douleurs. Il existe encore des dérivés morphiniques ou bien des opiacés encore plus forts même que la morphine, comme les sufenta et tout ce qui va avec. Mais bon, grossièrement parlant,
on utilise de la morphine et un peu de Valium, non seulement pour relaxer la personne, pour endormir un peu cette personne, mais je pense que les professionnels de la santé qui ont face à eux le public africain devraient quand même leur expliquer pourquoi on donne cela et pourquoi on le fait. Voilà. Non seulement, donc ici on peut déjà l'expliquer, nous en tant que professionnels, c'est-à-dire pour soulager les douleurs du patient et le rendre beaucoup plus paisible. Confortable, oui. Voilà. Alors, maintenant, certains vont vous demander, est-ce que vous savez dans combien de temps la personne doit partir? Ça ne dépend pas de nous. Ça, voilà. Même si certains vont croire peut-être parfois que ce sont les médicaments, ça c'est compliqué à dire. Donc, notre rôle, c'est soulager, accompagner le patient, prendre la main du patient, le reconforter par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Donc, et maintenant, pour les familles, notre rôle aussi, c'est leur expliquer clairement ce qui est en train de se passer. Donc, on est à un niveau où le corps médical n'a pu trouver d'issue thérapeutique et que malheureusement, voilà, on ne peut que soulager le patient parce que c'est notre rôle. Comme dit un adage, primo non serré. L'essentiel, c'est de ne pas nuire. Oui. Tu connais cette Oui, petite phrase là? Florence Nightingale, non? Je savais que Florence Nightingale, je ne sais plus qui a dit. Je vais regarder ça à la fin et je mettrai à la fin. Donc, on évite un petit peu des situations comme ça, mais pas de nuit d'acharnement thérapeutique. Je crois que c'est souvent ce genre de mots qu'on utilise aussi communément dans nos services. Just the last question I'm going to ask Rachel about this. Do you think is our culture, this end of life situation? Do you think is our cultural beliefs or our religion's belief play a great role in this? If it's the non-acceptance of this end of life, or do you think we are kind of in a denial, not want to accept the situation that we are being faced when we have someone who's going? Donc, enfin, comme je le dis, c'est les deux, hein, que ce soit l'aspect religieux ou l'aspect culturel. Je crois que face à quelqu'un qui a des difficultés à accepter une fin de vie, les deux aspects priment. So the patient is dying and now the patient is living, but they can hold the hands so that they know that patient is within the next few seconds, patient is done. So when the patient passed away, we let my colleague waited few minutes and went to the room so to tell the family that the patient has gone, so to avoid the noises. So in front of the patient, the family, he switched out the monitor, the monitoring, and the ventilator. So the family were so scandalous. It was like, I was surprised. I was surprised with their reaction, because to them it's like their family member was being killed. They just putting out the ventilator and the monitoring in their presence. It's like the nurse is still almost. That's how I interpreted their reaction, as if the patient was being killed by the nurse. So that's something. It really got to me, and I was asking myself a question: did they really understood that the patient was going and the patient is already done, because the scope was kind of flat with no numbers. It's going to come back. And this is something also plays on my mind, because sometimes when patients are in end of life, it can be in the palliative care or in the ICU, there comes a time that sometimes you just give morphine for to calm the patient, to avoid pain, for the patient to be very comfortable. Do you think we as Africans, we really understand that administration of morphine to a patient who is in a dying period? Do you think we accept it? Non, mais en tant que professionnel, oui, on accepte, on comprend. Mais quelqu'un qui n'est pas professionnel de la santé, il faut, quand vous êtes face à un public africain, il faut redoubler un peu non seulement d'explication et de reconfort et de présence. Voilà. Donc, il faut savoir que
chez des patients encore peut-être conscientes Mhm. qui vivent une situation de fin de vie et qui ont très très mal. Mhm. Donc, le rôle du soignant qui est à côté, c'est d'essayer de soulager cette douleur. Donc, de soulager la douleur et accompagner confortablement le patient dans cette situation finalement de fin de vie. Donc, la morphine c'est un antidouleur très puissant et donc qui calme des grosses douleurs. Il existe encore des dérivés morphiniques ou bien des opiacés encore plus forts même que la morphine, comme les Sufenta et tout ce qui va avec. Mais bon, grossièrement parlant, on utilise de la morphine et un peu de Valium, non seulement pour relaxer la personne, pour endormir un peu cette personne, mais je pense que les professionnels de la santé qui ont face à eux le public africain devraient quand même leur expliquer pourquoi on donne cela et pourquoi on le fait. Voilà. Non seulement, donc ici on peut déjà l'expliquer, nous en tant que professionnels, c'est-à-dire pour soulager les douleurs du patient et le rendre beaucoup plus paisible. Confortable, oui. Voilà. Alors, maintenant, certains vont vous demander, est-ce que vous savez dans combien de temps la personne doit partir? Ça ne dépend pas de nous. Ça, voilà. Même si certains vont croire peut-être parfois que ce sont des médicaments, ça c'est compliqué à dire. Donc, notre rôle, c'est soulager, accompagner le patient, prendre la main du patient, le reconforter par rapport à la situation qu'il est en train de vivre. Donc, et maintenant, pour les familles, notre rôle aussi, c'est leur expliquer clairement ce qui est en train de se passer. Donc, on est à un niveau où le corps médical n'a pu trouver d'issue thérapeutique et que malheureusement, on ne peut que soulager le patient parce que c'est notre rôle. Comme dit un adage, primo non serré. L'essentiel, c'est de ne pas nuire. Tu connais cette petite phrase? Ça de Florence Nightingale, non? Ça doit être Florence Nightingale, je ne sais plus qui a dit. Je vais regarder ça à la fin et je mettrai à la fin. Donc, on évite un petit peu des situations comme ça, mais pas de nuit d'acharnement thérapeutique. Je crois que c'est souvent ce genre de mots qu'on utilise aussi communément dans nos services. Just the last question I'm going to ask Rachel about this. Do you think is our culture, this end of life situation? Do you think is our cultural beliefs or our religious belief play a great role in this? If it's the non-acceptance of this end of life, or do you think we are kind of in a denial, not want to accept the situation that we are being faced when we have someone who's going? Donc, comme je le dis, c'est les deux, hein, que ce soit l'aspect religieux ou l'aspect culturel. Je crois que face à quelqu'un qui a des difficultés à accepter une fin de vie, les deux aspects priment. D'autant plus que je crois que c'est encore même parfois plus dur pour certains lorsque dans des situations de fin de vie, on va leur parler de don d'organes. Parce qu'ils n'ont même pas encore accepté ou bien même pas encore matérialisé que la personne qui est devant, elle va partir. Que parfois certains soignants viennent déjà rajouter le processus du don d'organes dessus. Ça, c'est très sensible. Voilà. Que ce soit culturellement parlant ou religieusement parlant, je crois que les deux influencent sur la perception des gens. Maintenant, comme je le dis, je l'ai peut-être déjà répété, les explications claires, le reconfort. Il ne faut pas que les familles aient le sentiment vraiment d'être refoulés ou bien d'être abandonnés à eux-mêmes. Là, ils sont sujets à interprétation. Ils peuvent s'imaginer tout et rien. Mais pourtant, dans la culture européenne, parce que quand on parle de culture, les gens croient toujours que ce n'est qu'en Afrique, dans la culture européenne, et notamment dans la culture des soins, c'est comme ça, habituellement, que ça se passe. Voilà. Donc, il faut mettre des mots sur des situations pour dédramatiser, pour faire diminuer
les pressions et diminuer enfin, même si le chagrin ne va pas être tellement diminué, mais permettre aux gens d'entrer plus aisément dans leur processus de deuil et d'acceptation. That's true, because what you just said is true, because I remember when I just became a nurse, after 1 year, I had a friend, she became my sister's friend, who died just suddenly. She had, what's it called? Asthmatic attack, so she died. I remember when I visited her at the hospital, then I was still in this kind of belief even when I saw her in the ventilator, with the ventilator and with the gas results, blood gas results that comes out to me, she was going to make it. I had to believe she was going to make it. So, and when the doctors even came, that was something that happened in Belgium, when the doctors came asking for what's it called, organ donation, but I was shocked because she was young. She was young, exactly, and she had no pre-medical history. To me, it's like something that happened so suddenly. Give time to the family. Déjà infirmière. Yeah, I was just 1 year. On est aussi souvent parfois secoué par cette. Of course, I was kind of taken aback. It said, give ça qui nous rend même toujours humains aussi. Give time for the person, to the family to accept, to take in the fact that they are losing someone before asking for organ donation. I know organ donation is something that helps other people to live. Tout à fait, qui a été validé même par le Vatican. Of course. So, because when you're especially when a young person in a sudden situation, is difficult to take in, especially among the African community also. So, and I think also that donation of organs, something that still has to be explained to the family and give them time to undergo the loss of a family member. I think like people say, when I talk about culture and religion, in the Islamic religion, that is something that is being talked about, because it's something that you don't know when it comes. You should be psychologically prepared. When I started working, I can remember that I wasn't even prepared about anything about death. Scares me a lot. So being a nurse helped me, because during my first experience with a patient that passed away, and it was an end of life process, because they had to put a medication and everything. I couldn't go through it because I asked the physician to do everything himself. So after that, I had to process what I went through that moment, and it took me time first and foremost to appreciate, to say, as a human being, I'm going to die someday, and as a nurse, it's something I'm going to be confronted by most of the time. It's not every day, but I'm going to be seeing a patient either in the dying phase, as at the end terminal period, or it can be a sudden death. So it's something I worked on myself, and it's not that you just have to accept it, because it's part of life. And I think, like you said, information has to be given to African family, because most of the time when somebody is dying, beaucoup plus de précision. Exactly, and when somebody is dying, we have tendency of rejecting, to say, God forbid, or we start using religious ways to say the person is not going to die, or something like that. Praying, of course, prayers helps also to process the situation. But I think we just have to know that when somebody is in the hospital, or to ask more information and prepare psychologically when you're trying to say the illness is a terminal illness. And when there's morphine, also, some of the time we should always ask, when we ask for patients to be... morphine et mort. Exactly, when we ask people, exactly, when we ask a physician or healthcare workers to be able to put our family members in a comfort situation, morphine doesn't really necessarily mean killing the person, or the person is dying. That's active euthanasia, but it's just for the comfort of the patient. I think that's something we have to communicate more often to. I know it's not all Africans that have this mindset, but most of the time I think we have to. C'est ce qui nous revient. Malheureusement, c'est cela. Donc cette vidéo est à la fois to everybody, que ce soit nos collègues européens, nos frères en Afrique et tout ça, vraiment. C'est une situation qu'il faut pas prendre ça à la légère, même si je sais que la communauté, culturellement parlant, les Européens sont plus préparés à cela, mais malheureusement, les Africains, c'est pas encore vraiment le cas. Voilà, la conclusion, c'est de redoubler en termes de communication,
d'approche de réconfort et de présence, d'explication, enfin voilà, vraiment pour les aider et les accompagner malheureusement dans ce sens. So maybe I think next video we're going to talk more about the different type of what's it called, end of life palliative or something like that, and the family aid that participates. Ou aussi des grosses pathologies qu'on peut rencontrer dans des situations de fin de vie. On pourra aussi éventuellement aborder cela, hormis tout ce qui est accident. Et tout ce qui est peut-être mort subite, mais vraiment des grosses pathologies lourdes qui peuvent occasionner des durées d'hospitalisation assez prolongées. So, yeah, we come to the end of our discussion, and thanks for listening. We hope plaisir. Yeah. We hope to see you on our next video, and if you have any question, like we said, please don't forget to write it on the comment section, and don't forget to subscribe if you want to. You can subscribe. Allez, bye bye. Thank you, and bye bye.